Dessiner, ça a une dimension éthique, c'est revenir à des choses essentielles. Refuser ce temps et ces images qui n'ont pas de consistance. La main, pour moi, c'est l'expression de la pensée quand on y arrive. C'est affirmer l'humanité. Je me réjouis à l'idée d'être né dans cette sphère chrétienne. Je suis incroyant, je ne sais pas comment il faut dire, athée, incroyant. J'ai vu que Paul Veyne dit incroyant. Je trouve que c'est pas mal peut-être. J'ai une vision dialectique des choses. Je veux les inscrire dans le temps et je reste toujours un peu marxiste. Quand les gens rencontrent mes images dans la rue, l'émotion et la connaissance qu'elles proposent sont inséparables de l'histoire du lieu. Que dans le moment, il y ait cette relation au temps. Mes images, elles naissent des lieux complètement. C'est-à-dire que je fais une appréhension du lieu pour le lieu de ce qui ne se voit pas, de ce qui ne se voit plus, quoi, de sa mémoire enfouie, de son histoire, de sa force symbolique. Au fond, mon inscription dans des églises, c'est exactement la même chose que les images dans la rue. Le sens et le sensible vient de la mise en situation. Mais je suis en quête de ça, moi, tout le temps. Je veux dire, d'un sacré que je saurais mal définir. Je suis en quête d'un sacré laïque, qui est une façon de s'inscrire dans le temps, d'avoir conscience de l'histoire, des humains, de ceux qui viendront après, de ce qu'il y a eu avant. Un sacré que je ne sais pas bien définir parce que je ne crois pas en Dieu, mais je partage ça, quoi. Je me sens comme artiste héritier, en toute humilité de Giotto, de Masaccio, voilà, je m'inscris là-dedans, j'espère. Depuis 60 ans, au fond, je dessine que des corps un peu exacerbé, quoi, ce qui se passe dans le corps et ce que ça signifie. Et je m'inscris dans la société comme les peintres religieux de Quattrocento, voilà, exprimer les aspirations du peuple, des gens.
Au fond, moi, j'aimerais que mes travaux soient entre la vie et l'art, quoi. Tu vois, entre la vie et l'art. Un peu comme des rituels. Voilà, comme des rituels. Quand on porte l'image d'un saint à la cathédrale, une chose qui est entre la vie et l'art. C'est pas de l'art, ce sont des rituels dont la société a besoin, qui sont nécessaires, quoi, comme les mythologies, les religions. Et c'est en lisant Thérèse d'Avila que j'ai été subjugué, troublé, intéressé par les textes de ces femmes. Elle nous parle de 10 siècles presque, complètement. Quand je disais une espèce de sacré laïque, c'est ça. C'est que cette conscience que la société est faite de plus de morts que de vivants. On est porteur de ça, quoi. Et de mon âme dans la sienne, comme ces cascades qui tombent d'un bassin de l'autre. Même ça apparaît dans l'image de Pasolini. Il était athée, marxiste, communiste, mais il n'empêche que l'image de la mort, elle s'incarne dans l'image du Christ. Voilà, et pour moi aussi. C'était difficile, je veux dire... C'était difficile sur plein de terrains. J'avais l'impression que je ne pouvais pas le faire. Tu vois, d'abord, la sculpture du Bernin m'écrasait artistiquement, et puis que je n'avais pas les codes pour bien comprendre tout ce qui les traverse et tout ça. J'ai lu beaucoup de choses qui m'ont échappé en plus, probablement, quoi. Je veux dire, cette exigence, ces femmes vont créer des Carmels, c'est des femmes d'une puissance, elles sont exceptionnelles, c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose, ouais, c'est une effraction, une exigence, quelque chose d'exacerbé. Mes images sont nées de ce qu'elles disent d'elles-mêmes dans leurs écrits, de ce qui les traverse. Elles ont bouleversé leur temps. Madame Guyon finit en prison quand même à la Bastille, quoi, hein. C'était des révolutionnaires. Elles étaient en avance sur les mœurs, sur la religion, surtout. Celles qui étaient mariées quittent leur mari. Thérèse d'Avila, ou Marie de l'Incarnation, va installer une série de Carmels au Canada. Elle part, on la culpabilise beaucoup. Elle abandonne son enfant. C'est-à-dire, sa famille amène son enfant au Carmel et le fait pleurer devant la porte. Maman, maman, maman. Elle estime qu'elle doit se consacrer à ça et elle abandonne son fils, qui deviendra moine d'ailleurs. Elles osent tout. Dans un texte, elle dit qu'elle n'est pas digne de manger, donc elle ne mange que les miettes qui tombent des tables. Donc elle traîne dans le réfectoire et elle ne mange que ce qui est par terre, quoi. Elle ne part pas en lévitation, quoi. Voilà. Les autres ont toutes ce désir. Angèle de Foligno dit carrément « Je suis l'épouse préférée du Sauveur ». D'abord, elles veulent partager avec lui les douleurs de la passion. Donc, elles sont le masochisme catholique, comme ça. Elles s'infligent des flagellations, des humiliations. Elles soignent des malades dont elles boivent le pu. Elles sont en quête. Elles ont une espèce de complaisance avec les humiliations et la douleur. Elles s'y baignent, quoi, avec plaisir. Elles le disent même. J'ai de telles excitations à ces souffrances. Elles disent des choses comme ça. Elles disent qu'il me pénètre, il vient à l'intérieur de moi, je le sens à l'intérieur de moi. Et cette contradiction qu'il y a chez elles du refus en même temps, de la culpabilité, du péché, de tout ce qu'elles s'infligent. Elles promettent d'être chastes. C'est Angèle de Foligno. Elle lui demande à Dieu de l'aider à promettre que tous ses organes seront chastes. Tous les éléments de son corps seront chastes.
mon inscription dans des églises, c'est exactement la même chose que les images dans la rue. C'est pour ça, en même temps, c'est ce qui montre que, qui pourrait montrer que je fais pas du street art, quoi. Que ce que je fais dans la rue n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le street art, quoi. Je veux dire que je fais la même chose ici, dans une église. Voilà. La proposition plastique, poétique, symbolique, elle est du même ordre. Numéro de Paris Match qui était vraiment important dans ma vie parce que j'ai découvert Picasso là et je l'ai raconté dans une émission, un type me l'a envoyé et du coup je découvre que c'est août 54. Donc j'ai 12 ans et je découvre, voilà, Sylvette et je découvre la liberté de Picasso, quoi. Il fait 30 portraits de cette fille à la fois très classique et en même temps éclaté. Enfin, vraiment, là, je découvre Picasso là-dedans. Je ne sais pas pourquoi mes parents avaient acheté Paris Match. Et ça a été, du coup, voilà, c'était vraiment un moment important. Tout de suite après, j'ai acheté un livre, j'ai découvert Guernica. Et c'est vraiment... Guernica puis le Gréco, c'est les deux trucs qui ont été déterminants, je pense. C'était ma passion, la Gréco, ça a été... Mais parce que j'ai ressenti ça dans les livres, bien sûr. Et donc l'idée de partir à Tolède, c'était vraiment... c'est mon premier vrai voyage. J'ai fait un Saint-Luc sur place, à l'hôtel. Non, après, je les ai fait en rentrant. Moi, j'avais pas de toile là-bas. Le Gréco, je crois, c'est celui qui a le mieux réussi à incarner des aspirations spirituelles en représentant le corps. Il y a des corps qui ont cette dimension nourrie de spiritualité, d'ascension, de trucs comme ça, comme dans aucune peinture. Faire des corps qui sont des âmes. Donc en 1963-64, je suis parti au hasard avec ma camionnette et mes affaires en disant je vais peindre pendant un an. Je tournais dans le Vaucluse et au loin je vois un village, je dis oh, c'est très joli, je vais là-bas. Je suis arrivé dans un village qui s'appelle Métamis. Là j'ai tourné, j'ai trouvé un ancien café qui était fermé et qu'on m'a loué. Donc je me suis installé là, j'ai déroulé des mètres de toile sur les murs avec l'intention de faire de la peinture. Et puis j'apprends qu'à quelques dizaines de kilomètres, là tout près, s'installe la force de frappe atomique. Là, cette puissance de mort, le nucléaire, qui est un tournant dans l'histoire de l'humanité, l'homme peut annihiler la vie. Je pense que je vais peindre ça. Et puis pendant des semaines, des mois, je me rends compte que je ne peux pas, avec une toile, exprimer ce qui se passe là. C'est une photo, on voit que l'éclair nucléaire a brûlé un mur, a brûlé un mur, et il y a un mec qui a été décomposé. Et son corps a protégé le mur, c'est-à-dire qu'il est comme photogravé sur le mur. Il reste plus de ce type que son ombre portée. Donc à partir de cette photo, je fais un pochoir
et je vais imprimer ces silhouettes noires, ces fantômes sur les routes. J'installe ces formes comme une alerte. C'est la première fois que j'allais inscrire une image d'homme grandeur nature dans l'espace, ce que je vais faire après pendant 50 ans. Et symboliquement, en plus, je me suis rendu compte, on dit que l'origine du dessin, c'est la fille du potier d'Itubat qui a dessiné l'ombre portée de son fiancé qui partait. Et donc, on met à l'origine du dessin une ombre portée. Et moi, à l'origine de tout mon travail, c'est une ombre portée, mais qui n'est pas portée par le soleil, mais par l'éclair nucléaire. Symboliquement, pour les gens de ma génération, c'est pas innocent. Et je me suis trouvé dans la même impasse 3 ans après, quand on m'a invité à participer à une expo sur la Commune. Et je me rends compte que ça signifie la semaine sanglante, entre 10 et 30 000 morts en une semaine dans Paris. La violence que ça représente, à l'aune de tous les espoirs que ça portait, quoi, d'autres relations entre les hommes, même sur le plan culturel, puisque Courbet envisageait de faire circuler les tableaux. Enfin, il y avait une utopie extraordinaire. À l'aune de tout ça, ce massacre. Je me dis, c'est vraiment con de faire un tableau dans une galerie sur la Commune. Je dis, là, ce sont les lieux qui sont porteurs de ce souvenir, et c'est là que, de façon plus précise, je travaille sur le plan de Paris, sur le développement de la Commune, de la semaine sanglante, et là, j'ai l'idée des grandes sérigraphies, de gisant, grandeur nature. Je me trouve la technique pour imprimer des grandes sérigraphies, puisque je fabrique un cadre de sérigraphie d'1,30 m par 2,80 m, et j'imprime des centaines, et puis je viens pendant une semaine dans Paris, chaque nuit coller. Moi, je pense toujours ça, que le dessin parle de ça, de l'humanité qui nous fait signe depuis, et maintenant depuis la grotte Chauvet, depuis 34 000 ans. Moi, j'ai ce souci d'avoir cet ancrage aux mythologies et aux religions. On est nourri de ça, voilà. Et ce dogme de l'incarnation, les chrétiens inventent un truc, un cadeau. On ne peut pas évacuer le message des évangiles. En plus, ils ont réussi ce coup, les chrétiens, les catholiques, avec l'histoire du Seigneur, là, de faire rentrer un temps mythique dans l'histoire de l'humanité. Pasolini, c'est dans cette œuvre que je me reconnais le mieux. Au fond, peut-être ce que je souhaiterais faire. Je souhaiterais que mon travail résonne un peu de cette façon. Cette façon qu'il a d'appréhender des problèmes très concrets, très contemporains, mais nourris d'un ancrage toujours aux grandes voies du passé, ou aux mythes fondateurs. Il y a tout le temps chez lui cette façon d'interroger l'histoire et l'histoire de l'art tout le temps, et de façon critique. Cette façon qu'il a de traiter de la vie du mec le plus humble, Akatone, et d'en faire une quête épique et mythique presque. Voilà, cette faculté-là, vraiment. Voilà. J'aimerais que mes travaux s'inscrivent de cette manière, quoi. Déjà, mon travail lutte un peu contre cette espèce d'amnésie générale, de trucs toujours au premier degré dans l'instant. Si je résume j'allais dire mes trucs, je sais jamais comment les appeler, toi, j'ose pas dire mes œuvres, tu vois, ça fait... Et donc, si je résume, je viens inscrire je réinscris de l'histoire humaine dans les lieux. Je fais ça, c'est ce que je fais. De toute façon, je crois que dès qu'on touche à la figuration, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la mort aussi. Je crois bien. Avec ce que j'ai fait, ces personnages grandeur nature comme ça, il y a quelque chose qui est sur le fil. De toute façon, et ça c'est en rapport avec Pasolini, c'est
cette façon de travailler le corps, d'affirmer la dimension charnelle, sensuelle et tout ça, en creux, elle affirme la dimension sacrée de l'individu, tout le temps. C'est pas Pasolini, il y a ça, quoi, vraiment. Un sacré bizarre, tu vois, un sacré laïque qui est un peu, qui est la conscience de ce qui était avant nous et de ceux qui sont après. Enfin, c'est un sacré de cet ordre, quoi. Une conscience de la façon dont on s'inscrit dans le temps, voilà. Il y a des moments, je me dis, je dessine, comme c'était le cas pour le Pasolini, ce que je disais, et je savais que c'était pas ça. Et puis, peu à peu, ça tient à presque rien. Hein, des fois, je change la position d'un doigt, la main plus ouverte. Moi, je travaille des fois avec des calques. Le Pasolini, pour le cou, pour la tête tournée et tout ça, j'ai fait 20-30 propositions différentes. Il ne signifie plus la même chose, quelquefois, selon si la tête est un peu plus tournée. Je ne sais pas ce que je cherche. Comme le regard, je ne sais pas. Je ne savais pas comment j'allais le faire. Il y a un moment où je me dis, ah ben là, ça va. Pasolini, il incarne le XXe siècle en Italie. Toutes ces contradictions. Son père est fasciste, son frère est fusillé par des communistes, lui-même est communiste, exclu du parti. Il fait l'évangile selon Saint Matthieu, il fait Médée, dire qu'il porte tout ça. Et ses 800 procès et son assassinat. Son assassinat, c'est la société italienne qui le tue. Son œuvre et son destin expriment le pays et les contradictions, les aspirations. Ses censures, les procès, tout ce qu'on lui a fait que l'assassinat est possible. Ce qu'il propose, c'est à la fois un avance et en même temps un peu archaïque qui dit je suis l'homme des églises et des ruines. L'image que j'ai réalisée, moi, de lui qui arrive avec son corps, c'était un peu ça. Je fais un dessin très réaliste, hyper réaliste, mais je le mets dans la position d'une Pietà. Un jour, je me rends compte, ça fait 40 ans qu'il est mort, mais il annonce complètement la société berlusconienne. Il voit venir la déshumanisation que va nous amener le capitalisme sous cette forme. Et même, il anticipe plein de trucs parce que même dans ce contexte 68 art et tout, beaucoup sont dupes de ce faux hédonisme, de cette tolérance de la société capitaliste qui en fait ne fait que transformer tout en marchandise. Il voit venir tout ça. Et ça le met même en contradiction. Tu te rappelles, il est anti-gauchiste. À un moment, il dit, au fond, quand il y a les affrontements 68, il dit les prolos, c'est les flics. Il dit d'un côté, il y a les petits bourgeois, et puis la classe ouvrière, c'est les flics.
c'est le voyant. Mais les poètes, c'est ça, quoi. Les poètes, c'est les voyants. Donc, c'est la sibylle, quoi. Il a vu venir. C'est comme s'il nous avait alertés. Mon image, c'était un peu ça. Qu'est-ce que vous avez fait de ma mort? E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. Se volete loro, poi venite a pesca! Ma per dar torcicollo, devo buttare! Dai, va, diamo soddisfazione al popolo. Tu te rappelles, dans Akatoene, il monte en haut sur la margelle et il dit qu'il va plonger. Et là, l'idée de Pasolini, c'est de le superposer aux anges du Bernin qui sont sur le pont, quoi. Voilà. Donc, je voulais absolument coller là. À 3 heures du matin, j'ai gonflé le truc. J'ai traversé, c'est pas grand, hein. Il y a peut-être 6-7 mètres de flotte, mais je voulais absolument le mettre là. C'est un clin d'œil, une référence directe à Akatone. Mais toutes mes images, elles sont collées comme ça. Je tiens compte du fait que quand on intervient dans la ville, on partage avec les gens, hein, on partage de l'espace vécu, de l'histoire, mais aussi du symbolique. Il y a cette dimension, des choses qu'on partage avec les autres. Et mon image, elle est le fruit elle est nourrie de deux approches. Une purement plastique, qui vise à résoudre les problèmes plastiques d'inscription d'un truc en 2 dimensions dans l'espace réel. Et puis après, de ce que je souhaite dire de ce lieu. Quand on découvre mes images, on sait qu'elles ne sont pas en marbre, qu'elles vont disparaître. Et cette mort annoncée, elle fait partie de la proposition. Je suis persuadé. J'ai compris ça quand j'ai collé Rimbaud. Ce qu'il y avait de rimbaudien, c'est que ça disparaissait. Et depuis, j'ai bien compris que cette fragilité, ce caractère éphémère, il est dans la proposition complètement. La richesse éventuelle de mon travail, c'est la richesse des relations que j'arrive à créer entre la réalité du lieu et la fiction de mon image. Au fond, je compose la photo. Moi, en faisant mon collage, je sais que je le mets à tel endroit parce qu'il y a une tache bleue, parce que c'est une église qui est liée à un ex-voto du tremblement de terre. Je cumule les signes, la qualité plastique, je superpose plein de choses. Et donc, ouais, je compose. Je mets l'image, je vais coller la nuit et je peux la déplacer de 5 cm. Tout ce que je fais, j'en ai la plus grande liberté. Toutes mes interventions, j'ai jamais une commande et ça coûte pas des fortunes. C'est-à-dire que j'ai pu couvrir des villes avec 500, 600 sérigraphies. Je me suis donné un moyen, une écriture avec laquelle j'ai une grande liberté. Ça nécessite un tel investissement que je peux le faire que si je suis, si ça me semble absolument indispensable. Ça semble nécessaire.
il y a dans le droit à l'avortement pour la femme, il y a une revendication élémentaire physique de liberté. Alors quand on la désire, madame, c'est merveilleux, on dit une vie, ça pousse, ça va être un enfant. Mais quand on ne veut pas, c'est le piège qui se referme sur vous. Donc l'avortement, c'était vraiment très difficile. J'ai fait beaucoup de dessins, j'ai failli renoncer aussi. J'arrivais pas à la mettre debout, j'arrivais pas à la mettre par terre, couchée. J'avais fait les gisants de la commune à plat. Une femme couchée, c'était pas bien. C'est utiliser, c'est sculptural, c'est utiliser le plan comme un élément plastique, quoi, vraiment. Mais là, c'est en dessinant. C'est ce que je trouve. C'est vrai que j'avais dessiné les cuisses, là, il y avait le muscle qui passait bien. Ça marche bien, physiquement. Ça se calait, juste. J'avais rien dans ma vie ou quoi qui me destinait à me préoccuper de l'Afrique du Sud. Je vivais à Nice. Le maire de ma ville décide de jumeler Nice avec Cape Town et avec l'Afrique du Sud, en fait, c'est la capitale. Je trouve ça scandaleux et je fais une intervention contre le jumelage. Et depuis la mairie jusqu'au stade, il y a une grande espèce de fête pour fêter ce jumelage. Et moi, je colle des images qui le dénoncent sur tout le parcours. C'est en 80, donc Mandela est en prison encore. Et on a l'idée de faire un musée artiste du monde contre l'apartheid. Voilà, je expose ça au mec des Nations Unies, il m'invite à New York pour le présenter à la tribune des Nations Unies. J'ai rarement eu aussi la trouille de ma vie, là. Et donc j'expose ce projet, on écrit « Les tableaux appartiendront au premier gouvernement démocratique d'Afrique du Sud ». Mandela devient président et je lui amène tous les tableaux, quoi. Et qui me dit, vous savez, nous avons vaincu l'apartheid, nous vaincrons le sida. Et ça me donne l'idée de superposer les deux luttes comme ça, voilà. Et comme l'apartheid, elle est incarnée par cette photo, c'est le jeune garçon Hector Peterson qui vient d'être tué dans une manif contre l'obligation de parler l'afrikaner. Voilà. Et cette image est devenue l'emblème de l'apartheid. Tout le monde en Afrique du Sud connaît cette image. Du coup, ça rendait accessible. Ça a travaillé la réception de la mienne, quoi, de mon dessin. Ça fait 30 ans, 40 ans, je réfléchis sur tout ce qui nous entoure, les autres, la ville et tout, et j'ai jamais travaillé sur la nature. Je n'ai jamais pensé travailler par rapport au monde végétal. De la même manière que j'aborde des villes, comment j'aborderais la forêt? Et puis, finalement, ce qui détermine souvent mon travail, c'est ce qui ne se voit pas. C'est la mémoire enfouie, c'est l'histoire et tout ça. C'est là que j'ai compris ce qu'était la photosynthèse, cette faculté qu'ont les plantes
de recevoir le soleil et d'en faire de la vie. S'il y a un truc poétique, c'est bien la photosynthèse. J'avais travaillé des dessins de Daphné, cette femme qui devient du laurier. D'un coup, j'ai mesuré que dans toutes les mythologies du monde, il y a cette idée de l'homme qui devient du végétal ou du végétal qui devient de l'homme ou de la femme. Voilà. Et donc, je vous découvre les travaux de Claude Gudin, qu'il a réussi à immobiliser des cellules végétales dans un polyuréthane. Donc, je vais le trouver. Et je lui dis, mais alors votre truc, c'est photosynthétique? Il me dit, ouais, c'est comme une feuille, ça fixe le gaz carbonique, ça produit de l'oxygène et tout. Donc, une fois, je me suis dit, ben voilà, c'est ce que je cherche. J'ai repensé au corps, à cette idée de lien, d'osmose, quoi. C'était vraiment la relation, comme mes images dans la rue. Au fond, ce que j'exposais, c'était la photosynthèse. Comme la proposition poétique, c'était ça. On l'a présenté au Jardin des Plantes à Paris, il y a eu plus de 100 000 visiteurs. Il y a un oiseau qui a niché entre le ventre et l'arbre, quoi. Vraiment, on a vu des oiseaux qui partaient comme ça, et c'est resté plusieurs mois. Il y a des plantes qui sont sorties. Il y a une dimension complètement intemporelle, ce lien entre l'homme et le végétal. C'est pas étranger à la réflexion sur les mystiques et tout ça. Il y a une dimension d'ordre spirituel, probablement. Et donc, c'est ce qui me déclenche mon travail à Naples. Je me dis, il faut que je fasse un travail qui m'amène à interroger les mythes fondateurs. Ça vient directement de là. J'enchaîne Naples après ça. Ce que j'ai ressenti de la ville, une espèce de présence de la mort, d'une espèce de menace permanente. Virgile met l'enfer sous Naples, hein. Il y a 2000 ans déjà, il y a le lac d'Averne, il y a tout ça, donc dans toutes les mythologies. Et après, il y a toutes ces peintures chrétiennes. Ce tableau, je suis allé le voir 50 fois, c'est comme si ça se passe dans une rue de Naples. C'est quasiment une rue de Naples. Hein. Vous m'avez donné à manger, vous m'avez reçu, vous m'avez hébergé, c'est les actes de miséricorde. Il y a des images que j'ai collées, il y a un soubassement grec, des briques romaines, et c'est le mur a été fait par les Espagnols au XVIIe. Tu as sur 6 mètres, tu as 2000 ans, quoi, physiquement. À Naples, développer des parcours sur les représentations de la mort qu'a sécrété cette ville, et puis cette espèce de vénération des femmes qu'il y a tout le temps à Naples. Et le parcours sur la mort, le parcours sur les femmes, je les ai croisés là avec la mort de la Vierge. Donc l'idée de la mort et l'idée de la Vierge. Et cette rue s'appelle Spaccanapoli, c'est la fente de Naples. Je l'ai collé là pour ça, et j'avais repéré plusieurs lieux dans Spaccanapoli. J'ai vu ces femmes étaient là absolument tous les jours. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, je suis venu avec cette photo-là pour la leur offrir. Et celle-là était morte. Et dans la nuit, je suis venu la dessiner, là. Et donc, le lendemain, c'était comme un miracle, quoi. Les gens du quartier, l'autre, me tenait la main, il me disait « Mais comment tu connaissais Antoniette, là, comme ça ?» Le fait de la dessiner sous-entendait que je la connaissais. C'était très, très émouvant. Mais tout ça, c'est des dessins originaux. Il y en a plein, c'est des dessins originaux. Et les gens n'y croient pas, donc voilà. Mais ça compte beaucoup dans la réception. Si ça apparaît comme un truc, parce que la plupart des trucs qu'on voit dans la rue, c'est des pochoirs, des trucs vite faits quand même. Je ne dis pas que les gens font une analyse et tout, mais ils voient que ce qui est proposé est très investi et tout ça.
Et la perspective de sa destruction est d'autant plus forte. C'est un David et Goliath. C'est la première que je colle symboliquement où je mets Pasolini. C'est-à-dire que dans ce tableau de Caravage, Caravage s'est représenté lui-même la tête tranchée. Et moi, je mets dans l'autre main la tête de Pasolini dans la même situation. Parce qu'ils ont en commun, tous les deux, de traiter les grands rites sacrés comme si c'était vécu par les gens de la rue. Alors, déjà, ils ont ça tous les deux en commun. Je conçois les images dans la nuit. Les idées me viennent dans les insomnies. Les idées viennent de la lecture et de ce passage-là, du rêve. C'est un mélange comme ça. Les idées, je ne sais plus très bien si je l'ai rêvé ou c'est dans la demi-sommeil, en le lisant à 3 heures du matin, ou en m'endormant, en revenant dessus. Nerval a fait plein de références aux mythologies, aux religions. Aurélia, j'y pense depuis au moins 30 ans, je crois. Je reprends le livre, je connais des morceaux par cœur. Il écrit avec la même plume le rêve, l'imaginaire ou le réel. Comme une évidence, il perçoit les choses, l'imaginaire, le rêve ou la réalité de la même manière. Il ne fait pas un effort, je crois. C'est exemplaire pour l'art. Il interroge les mythes chrétiens, les mythes païens, l'Orient, l'ésotérisme, une quête complètement onirique. Chez lui, elle est chargée effectivement de plein de quêtes que j'essayais d'entreprendre sans le savoir. Il dit « Rends-moi le Posélipe et la mer d'Italie ». Il est en plein dans Naples, quoi. C'est incroyable. Le départ de mon travail sur les grandes mystiques, c'est lui qui déclenche. De saisir l'œuvre des poètes, c'est parce qu'il y a la conjugaison de l'œuvre et du destin à chaque fois dans ce que j'essayais de traiter. De Darwish à Desnos, à Nerval. C'est cette conjugaison. Ces gens-là disent leur temps, c'est les poètes qui ont la vision la plus aiguë, la plus ample du monde. Neruda, c'est le Chili. Il incarne ça. Darwish, la Palestine, il devient le pays. Rêvons, Ernest, rêvons, puisque la nuit est pleine d'apparitions. Et dans la rue des songes, quelque part,
Entre les Tuileries et la rue du Mont-Tabor, les trottoirs sont couverts de baisers, de caresses et d'étreintes. Puisque ne restait de Robert Desnos qu'un paquet de cendres et une paire de lunettes, rapportées de Theresienstadt par l'infirmier tchèque qui l'avait reconnu. Ombre parmi les ombres, Robert Desnos, qui a tellement marché, tellement parlé, s'échappe quelquefois du cimetière du Montparnasse et vient ensoleiller nos vies. J'ai eu un événement extraordinaire à propos de Robert Desnos. Un chauffeur m'attendait à l'aéroport à Prague et on roule 30-40 km et il s'arrête à un endroit, il me montre une bâtisse, il me fait signe d'aller et de faire le tour. Et donc je ne sais pas où je suis, je rentre dans ce truc, je marche et d'un coup je tombe sur la plaque « Ici est mort Robert, le poète français Robert Desnos ». Je tombe, j'étais à Thérésine et je tombe comme ça. C'est incroyable, c'était une émotion. Voilà. L'éphémère a une grande présence chez lui. La mort dans le présent. Son éphémère, c'est le contraire d'un truc. C'est l'inverse du superficiel. C'est un truc très profond. Il y a cette légèreté chez lui tout le temps. J'ai collé mon dessin de Desnos à 5 mètres près. C'est l'endroit où Nerval s'est pendu. Desnos est indissociable de Nerval. C'est peut-être les deux poètes que je préfère. Il annonce sa mort plusieurs fois, il le dit. Ouais. Je voulais présenter l'image que j'ai faite de Desnos. J'avais la perspective d'aller à Thérésine. Et puis je vais quand même pas faire sur sa mort avec ce qu'il a écrit des femmes et ce qu'il dit de Louise Lam. Et en fait, il y a ce bout de texte où il la suit rue de Rivoli. Et elle a un manteau de jaguar, il pense à ce jaguar qui a dû manger des gens dans la forêt et tout. Il sent le manteau taper contre ses hanches, contre ses seins et tout ça. Il ramasse, à un moment, c'est sa culotte, ses bas, il la suit comme ça. Puis il arrive au porte-maillot, elle est nue sous son manteau. Enfin, c'est splendide, c'est splendide. C'est d'une beauté, d'une simplicité, c'est tellement beau. C'est pas du tout ce qui se passe, c'est le contraire. Je trouve que c'est celui qui correspond le mieux. Lui, avec son regard et tout, je trouve que c'est sûrement ce qu'il aurait préféré. Et donc, pour Desnos, comme il n'y a que ses lunettes, le garçon qui a ramené ses cendres a ramené ses lunettes. Aujourd'hui, où on a des images qui n'ont aucune consistance, qui passent comme ça, à toute allure et tout ça, le fait d'affirmer le dessin, c'est affirmer la pensée et la main. C'est affirmer l'humanité, tu vois, je pense. Ouais.